Voilà, les banlieues sont-elles l'avenir de la France? Alors, moi, le mot banlieue ne me plaît pas du tout, parce que c'est un mot désuet, et puis c'est un mot qui crée une différence entre des quartiers et d'autres. Je crois que, simplement, il faut savoir qu'en France, il y a un certain nombre de quartiers où les obstacles à la réussite personnelle sont plus importants qu'ailleurs. Ces obstacles sont en partie dus au fait que dans ces quartiers, il y a en général une démographie qui comprend beaucoup plus de jeunes. Et qu'il y a également un chômage plus important, qui est dû au fait qu'il y a un chômage plus important et au fait qu'il y a plus de jeunes qui eux-mêmes, en général, sont davantage victimes du chômage. Donc le problème, vous l'avez bien compris, pour moi, c'est avant tout le problème de la réussite personnelle. Et l'objectif premier d'un politique, c'est de faire en sorte qu'on sorte du déversoir des deniers publics sans résultat probant pour une action qui est beaucoup plus ciblée, pour une action qui est beaucoup plus personnalisée et qui vise effectivement à la réussite des personnes et notamment de celles qui le méritent, qui veulent s'attaquer à la réalité avec courage, avec obstination et en respectant la loi bien sûr. Alors le sujet c'est la banlieue est-elle l'avenir de la France? On ne peut pas dire que la banlieue à elle seule soit la réussite de la France de demain. Elle est une composante comme peut l'être le milieu rural, comme peut l'être le milieu urbain, comme peut l'être d'autres milieux. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est vrai que la banlieue aujourd'hui cible et détermine un certain nombre de populations situées géographiquement dans certains endroits, plus sous la dénomination, je dirais, administrative, par exemple, de zones urbaines sensibles. Il y en a 751 en France. Ça représente à peu près 4 millions, 4,5 millions de personnes selon l'INSEE, avec une démographie très forte. 25% des bébés aujourd'hui naissent dans ces zones urbaines sensibles. C'est un enjeu considérable pour l'avenir de la France. Mais bien évidemment, pas l'unique, mais une composante importante, parce que quand on a une démographie très forte dans un endroit comme celui-là, il y a un enjeu majeur pour l'avenir. Alors les enjeux sont bien évidemment liés à la politique de la famille, sont liés à la politique de l'éducation, la formation qu'on va pouvoir implanter dans ces quartiers, l'emploi majeur, qui est à mon avis la source la plus forte d'intégration économique et sociale qu'il puisse y avoir, comment donner du travail dans ces zones-là. Et puis, j'ai envie de dire que ces quartiers aujourd'hui sont un petit peu délaissés. On a laissé une politique de la ville s'installer depuis une trentaine d'années. On a laissé un petit peu ces quartiers partir un petit peu à la dérive. Et j'ai envie de dire qu'il faudrait que la République se souvienne que... Alors, le sujet, c'est les banlieues, mais ce que je vais dire peut-être valable pour les zones rurales, c'est aider ceux qui en ont le plus besoin, et la République, c'est aider le plus faible. Alors, comment, effectivement, remettre un petit peu la République en route dans ces quartiers? Monsieur le député parle de la loi, c'est une des composantes, mais je sais bien qu'une politique globale d'avenir ne se fait pas qu'à travers le prisme de la sécurité. Très bien. Alors, je pense que nous sommes d'accord sur une base qui est que dans les quartiers sensibles que vous avez évoqués, il y a plus de jeunes qu'ailleurs. Et donc, par là même, l'avenir du pays se trouve en grande partie dans ces quartiers. Ça avait été dit d'une façon extrêmement claire par Gilles de Robien, par exemple, qui citait Charpak, et qui disait, dans le fond, si on situe l'avenir de la France et ses futures élites dans les 6 millions de personnes qui appartiennent aux classes privilégiées, la France n'est plus qu'un pays de 6 millions d'habitants. Ce qui réduit ses chances. Alors que notre but, c'est précisément de faire en sorte que ce sont les 65 millions d'habitants de ce pays qui doivent participer au développement du pays. Et que par là même, on ne peut pas laisser les 8 millions de personnes qui vivent dans des quartiers plus ou moins défavorisés et les 4 millions qui vivent dans les fameux 751 quartiers sensibles en dehors du champ de la réussite. Le problème, c'est que contrairement à ce que vous avez dit, ces quartiers ne sont pas du tout délaissés. Au contraire, c'est depuis pratiquement les années 70 que nous avons accumulé les plans divers pour relancer ces quartiers, pour faire en sorte que les gens qui y vivent puissent y vivre mieux et puissent développer davantage une réussite professionnelle, une réussite scolaire, une réussite de la vie tout simplement. Mais vous savez que la première mesure, elle a été prise par Mesmer en 73.
c'était une mesure sur l'habitat social. Bon, ensuite, dès 81, il y a encore eu une nouvelle mesure. Et pratiquement, il n'y a pas eu un seul gouvernement de ce pays, qu'il soit de droite ou de gauche. Et la droite, à mon avis, a fait plus que la gauche dans ce domaine, qui n'ait visé à améliorer la situation de ces quartiers. Donc il ne faut pas du tout dire qu'ils ont été délaissés, simplement les angles d'attaque ont été différents. Certains angles d'attaque ont privilégié la pierre, je pense encore à ce que nous avons fait avec Borloo et le plan national de rénovation urbaine en 2003, et la création de l'ANRU, qui quand même a permis la création de 250 000 logements sociaux, la rénovation de 400 000, ce qui est tout à fait considérable. Je pense également à ce que nous avons fait en direction, c'est un autre angle d'attaque, de l'emploi. L'un des problèmes des quartiers sensibles, c'est quoi? C'est le déséquilibre entre le nombre d'habitants et le nombre d'emplois. Beaucoup d'habitants, mais peu d'emplois. Une moyenne, par exemple, chez les jeunes, de 40% de chômeurs, alors que la moyenne nationale, c'est 20%, ce qui est déjà énorme et inacceptable. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, je l'ai voté, avec d'ailleurs, comme pour la création de l'ANRU en 2003, je l'ai voté avec conviction, avec enthousiasme. Là, c'était plus ancien. C'était en 96 et c'était Raoult, et il s'agissait évidemment de créer les zones franches urbaines. Et l'idée était vraiment très intéressante, c'était de dire, voilà des quartiers où il n'y a pas d'activité. Et donc nous allons installer des activités. Pour les installer, eh bien nous allons faire en sorte que les entrepreneurs qui se mettent dans ces quartiers, qui s'installent dans ces quartiers, bénéficient d'exonérations de charges et d'exonérations fiscales qui vont permettre le développement. J'ai moi-même obtenu dans un des quartiers de ma circonscription la zone franche urbaine, et effectivement, des entreprises s'y sont installées, mais il faut le dire, insuffisamment. Manifestement, ce ne sont pas les quartiers qui ont été délaissés, c'est manifestement le problème lourd de la volonté humaine, de l'intégration des personnes qui se posent. Et c'est pour ça que de plus en plus, au fur et à mesure que nous avons développé les actions, nous avons tendu à davantage les cibler, davantage créer des réseaux, et davantage également compter sur la motivation des personnes, plutôt que sur le saupoudrage de crédits qui ne suffisent pas, ou même de défiscalisation, comme je viens de l'évoquer. Ça ne suffit pas. Il faut vraiment créer des réseaux. Et je pense notamment qu'il y a un troisième domaine dans lequel la politique de la ville s'est bien développée, c'est le domaine de l'éducation. Alors bien sûr, il y a eu les zones d'éducation prioritaire. Ça me paraissait beaucoup trop large, saupoudrage. Et surtout en ne faisant pas attention à deux choses, c'est la qualité et surtout la stabilité des corps enseignants, qui sont absolument indispensables. Et bien, là encore, on a créé un certain nombre de moyens beaucoup plus ciblés. Je pense notamment aux internats d'excellence. Je pense également à ce qu'on appelle les cordées de la réussite. Et ça, pour moi, les cordées de la réussite, si vous voulez, c'est quelque chose qui est un double symbole. D'abord parce qu'il y a l'idée de cordée. C'est-à-dire l'idée, c'est une personne à la fois, une cordée. On ne met pas 10 personnes au même niveau, c'est une personne à la fois, c'est à chaque personne de se développer. Et c'est une cordée, c'est-à-dire que cette personne, elle est d'abord dans un collège, elle est ensuite dans un lycée, et ensuite elle est en relation avec des tuteurs qui, eux, sont dans l'enseignement supérieur, et qui attirent vers l'enseignement supérieur des élèves qui, a priori, n'iraient pas jusque-là. Je pense qu'il y a également un autre aspect, c'est le changement de vocabulaire. Il faut systématiquement employer du vocabulaire valorisant. Parce qu'il n'y a pas que de la pierre, il n'y a pas que de l'entreprise, il n'y a pas que de l'objectif, il y a aussi du subjectif. Il faut vraiment chasser de son esprit tout ce qui peut stigmatiser, tout ce qui peut dévaloriser. Et quand on dit par exemple réseau ambition réussite au lieu de zone d'éducation prioritaire, on met également l'idée de réseau, c'est-à-dire de travail en équipe entre les élèves, les professeurs, les parents, les chefs d'entreprise qui vont savoir que c'est dans ces écoles-là qu'il y a leurs futurs employés, ou peut-être de futurs créateurs d'entreprises également. Et puis il y a le terme ambition, et il y a le terme réussite. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'aider des pauvres, c'est pas de soutenir des gens qui ont du mal à soutenir eux-mêmes, non, c'est de faire en sorte que ces jeunes garçons, ces jeunes filles se prennent en main, aient confiance en eux, acquièrent la confiance en eux, et réussissent. Alors, il y a un sujet qui est très important que vous soulevez, c'est celui de l'éducation, et c'est à l'ancien professeur que je vais m'adresser. C'est effectivement un point central, mais très honnêtement, je n'ai pas le sentiment que, quel que soit le gouvernement, là on ne va pas aller faire jeter la pierre aux uns ou aux autres, mais
l'éducation nationale a eu du mal à se réformer dans ces quartiers. La nomination des jeunes professeurs, peu expérimentés. Vous dites qu'il faut soutenir et aider les gens dans ces quartiers à se prendre en charge eux-mêmes. Ils n'attendent que ça. Mais est-ce qu'on met les outils en face? Et vous avez totalement raison de dire qu'il y a eu saupoudrage. Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des deniers publics en matière de politique de la ville l'a clairement démontré. Mais est-ce qu'on a, par exemple, en matière d'éducation, su adapter, réformer, moderniser cet outil qu'est l'éducation nationale? Est-ce qu'on a su former les professeurs à ce public spécifique dans ces quartiers qui ont des difficultés particulières? On n'enseigne pas, et vous le savez très bien, on n'enseigne pas de la même manière à Versailles qu'à Mantes-la-Jolie, on n'enseigne pas de la même manière, je dis dans les méthodes pédagogiques, on n'a pas la même clientèle, pour reprendre une expression de professeur, on n'a pas les mêmes clients face à soi dans la classe quand on est dans un milieu rural en Corrèze que quand on est à Sarcelles. Il faut s'adapter, il y a des outils pédagogiques adaptables et faire un petit peu du sur-mesure aussi. Est-ce que finalement l'éducation nationale n'a pas su se réformer, évoluer? Moi j'en veux beaucoup au système éducatif parce que là on a une clé pour l'avenir. Et aujourd'hui lorsqu'on voit que plus de la moitié des jeunes dans ces quartiers n'ont pas de formation, n'ont pas de niveau, n'ont pas de diplôme, eh bien on se dit que quelque part notre pays a échoué. Alors la responsabilité individuelle, bien évidemment elle existe, bien évidemment il ne faut pas tomber dans une forme de victimisation, mais il y a des responsabilités d'ordre régalienne qui sont et qui incombent à l'État, et l'éducation nationale en est une. On pourra reparler tout à l'heure, j'en suis sûr, de sécurité, de justice ou de médecine, mais là en la matière, il faut le dire très clairement, l'État a fauté, et elle a fauté parce qu'elle n'a pas su s'adapter face à ces populations. Alors on est dans des quartiers aussi où il faut un petit peu rappeler l'histoire, parce qu'on parle de zones très concentrées, de zones avec une histoire celle des classes ouvrières, celle de l'immigration aussi, il ne faut pas évacuer ce sujet, et il y a une stratégie, une stratégie d'aménagement du territoire qui a été faite dans ces quartiers. On peut parler, par exemple, si on prend quelques exemples, de la vallée de l'automobile dans le département des Yvelines, avec Poissy et Peugeot, Renault et Flins. Donc des bassins d'emploi qui se sont créés, la crise qui est passée par là, le chômage qui a touché plus ces classes ouvrières, d'abord essentiellement composé de ces classes, je dirais, étrangères et issues de l'immigration. Donc il y a vraiment des spécificités à ces territoires, et je pense que l'État n'a pas su faire de la réponse sur mesure. On a une problématique dans ce pays, et elle est valable à mon avis sur un certain nombre de problématiques nationales, c'est qu'on a du mal à faire des réponses au cas par cas, face aux situations. On essaye toujours de créer une règle générale qui malheureusement ne peut pas s'adapter partout. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle je suis un fervent défenseur de la décentralisation et d'essayer de vraiment être au cœur des problématiques, au plus près des administrés, pour apporter les réponses les meilleures et sur mesure. Et je le redis, vous parliez tout à l'heure de formation et d'emploi. Effectivement, les zones franches ont été un outil intéressant. Ils viennent d'être d'ailleurs reconduits, et on ne peut qu'applaudir. Mais on n'a pas été suffisamment en avant, on n'a pas mis suffisamment le paquet, par exemple, pour faire venir des entreprises dans ces quartiers. Est-ce que, par exemple, créer un comité d'expansion économique de ces territoires dédié à la création d'entreprises, dédié au développement des TPE qui sont implantés là, parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que le vivier d'emploi, il n'est pas dans les grands groupes, il n'est pas chez Total ou chez L'Oréal, il est dans ce tissu de petites PME qui sont sur ces territoires. Pourquoi on n'a pas un outil spécialement dédié à ces territoires pour aider ces PME à se développer? Pourquoi, à l'image de l'ANRU, qui est une bonne structure qui a été créée par Jean-Louis Borloo, pourquoi nous n'avons pas un dispositif du même type pour vendre ces territoires à des entreprises pour qu'elles viennent s'y implanter? Alors, bien évidemment, tout ça, vous allez me dire, c'est bien, nous pouvons faire venir des entreprises développées, mais si en face, nous n'avons pas la main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises, et c'est là, encore une fois, où il y a des difficultés. Les parcours d'insertion, vous avez été maire d'une commune, les associations d'insertion qui aident des jeunes en difficulté, et des moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on parle souvent de jeunesse dans ces quartiers, il y a les moins jeunes qui ont des difficultés à devenir employables. Vous savez aussi qu'on est dans un contexte de crise. Les budgets de ces associations fort utiles sur le terrain, eh bien, ils sont un petit peu moindres. On est un petit peu taillé dans ces budgets. Donc le travail est un petit peu moins fait. Moi, je suis très inquiet pour l'avenir, et très inquiet pour l'avenir de nos quartiers aujourd'hui. Et je le regrette
parce que c'est vraiment, à mon sens, un enjeu majeur, pas l'unique, un enjeu majeur d'avenir pour notre pays. Oui, alors en fait, on a un point d'accord. C'est ce que vous disiez sur la nécessité de cibler davantage. Je vous ai dit que toute la politique tendait précisément à cibler davantage les actions et à faire de plus en plus que ces actions dépendent de la solidarité entre des personnes plutôt que du saupoudrage par l'État ou les collectivités territoriales. Je crois que là-dessus, nous sommes d'accord. À partir de là, en revanche, j'aurais plusieurs remarques à vous faire. La première, c'est sur le rôle de l'État et des collectivités territoriales. Là, je ne partage pas du tout votre point de vue. Je pense qu'il y a en France souvent un très grand volontarisme au niveau des politiques qui sont à la tête de l'État. Et je ne dis pas ça uniquement parce que, en bon soutien du président Sarkozy, je pense qu'il incarne parfaitement la volonté politique. Je pense que ça a été vrai de tous les gouvernements. Il y a eu une volonté politique nette, et que nous avons en revanche, dans la structure même de notre pays, un certain nombre de résistances qui sont vraiment des obstacles. Alors, par exemple, est-ce que les collectivités territoriales sont un bon élément pour la politique de la ville? Moi, je n'en suis pas du tout convaincu. Je n'en suis pas du tout convaincu. Pourquoi? Parce que nous avons une véritable pyramide de pouvoirs locaux en France, qui, certes, satisfait beaucoup les élus, il y en a beaucoup des élus, mais qui peut-être fait, dans le fond, dépenser de l'efficacité inutilement. J'ai eu la comparaison entre ce qui pouvait se faire en matière de rénovation urbaine en Grande-Bretagne. J'avais visité la Grande-Bretagne juste au moment du passage entre les conservateurs et les travaillistes, c'est-à-dire entre Major et puis Blair. Mais l'agence de rénovation urbaine britannique, c'était vraiment une agence de rénovation urbaine. Et quand on l'a voté avec Jean-Louis Borloo, j'ai même applaudi, j'ai pris la parole pour dire « Enfin, nous allons avoir le même outil efficace et rapide que nos amis anglais ». Ça n'a pas du tout été le cas. En Angleterre, c'est très simple. J'ai visité Manchester à l'époque. En 2 ans de temps, l'agence d'État avait, d'une façon extrêmement rapide, et en passant par-dessus toutes les résistances locales, très clairement, rasé complètement un quartier qui était un quartier difficile, rebâti ce quartier avec une mixité de logements qui n'existait pas auparavant, grande volonté politique pour établir une véritable mixité. D'abord une mixité dans les murs, c'est-à-dire un mélange entre accession à la propriété et logement social. Ensuite, ils avaient tout simplement retourné le quartier vers l'université qui lui tournait le dos. Donc en créant une imbrication, une sorte de porosité entre le monde universitaire qui était à 2 pas, mais qui ignorait complètement ce quartier, et ce quartier. Et évidemment, le secret de la réussite de ce quartier, c'est quoi? C'est qu'ils avaient implanté des entreprises, et pas n'importe quelles entreprises, des entreprises high-tech liées au travail de recherche de l'université. Donc, vraiment, vous savez, c'est très impressionnant quand vous allez dans un pays que vous voyez que en 2 ans de temps, on est parvenu à obtenir des résultats aussi évidents. Et lorsque, bien des années plus tard, je vous parle de 96, là, nous avons voté le texte de la loi Borloo en 2003. J'ai applaudi, nous venions de reprendre la majorité en France. Mais attendez, l'ANRU, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. L'ANRU, c'est une pyramide où vous avez la nécessité de coordonner sur le plan local avec le préfet, la communauté urbaine, la région, le département, les communes, chacun tirant à U et à Dia, ce qui fait que pendant 2 ou 3 ans, mais il ne se passe rien du tout. Rien du tout. Et qu'au contraire, il y a de très grandes résistances dans la faisabilité. Il y a également en France de très grandes administrations. Vous savez, c'est un ministre de l'Éducation nationale qui avait dit « Je dirige la 2e entreprise publique du monde après l'Armée rouge ». C'était Guichard, hein, et c'était le ministre de l'Éducation nationale. Bon, l'Éducation nationale, effectivement, est un bloc monolithique, avec ses traditions, avec ses résistances, et qui sont en général dommageables à l'intérêt public. Je le dis très franchement, personnellement, j'ai toujours estimé qu'il fallait autonomiser davantage les établissements. Faire en sorte qu'il y ait des équipes pédagogiques stables, unies par un même projet pédagogique. Il se trouve, ça existe en France. Ce sont les établissements privés. Ce sont les établissements privés, souvent confessionnels, et souvent d'ailleurs ouverts à des populations extrêmement défavorisées. Vous savez, dans mon secteur, dans ma ville de Tourcoing notamment, il y a plus d'élèves dans l'enseignement privé que dans l'enseignement public. Et je vous prie de croire que quand on connaît Tourcoing, il ne s'agit véritablement pas
d'établissements qui sont privilégiés socialement. Mais c'est vrai aussi qu'ils ont une souplesse d'adaptation au terrain, une souplesse de réaction aux problèmes qui se posent, qui fait que moi, j'estime que si on donnait, je ne dis pas qu'il faut privatiser tout l'enseignement, mais si on donnait dans le fond les mêmes chances à l'enseignement public qu'à l'enseignement privé, c'est-à-dire une pareille autonomie, une pareille liberté pédagogique, une pareille possibilité de s'adapter au terrain. Si on n'avait pas des professeurs qui, par exemple, lorsqu'ils sont dans Nord-Pas-de-Calais, viennent du Languedoc-Roussillon et ne pensent qu'à une seule chose, c'est ça y retourner, bien peut-être qu'effectivement, ça pourrait réussir davantage. C'est la raison pour laquelle il faut que, en quelque sorte, l'éducation nationale sorte d'elle-même. Et c'est ce qu'on a commencé à faire avec les quelques exemples que je vous ai donnés, notamment les internats d'excellence, avec également les cordées de la réussite, qui permettent d'associer davantage, et c'est pas facile, l'enseignement, l'éducation nationale, avec notamment le monde de l'entreprise. C'est tout à fait essentiel, c'est un véritable blocage en France. Regardez ce qui s'est passé, je sors un peu, mais quand même, bon, les jeunes des banlieues, ils sont appelés aussi à aller dans le supérieur. Bon, le mal qu'on a à faire entendre aux supérieurs que l'enseignement supérieur doit notamment établir ses centres de recherche en collaboration avec les entreprises. Ça se passe partout ailleurs comme ça. En Allemagne, c'est systématique. Aux États-Unis, je n'en parle même pas, dans les établissements supérieurs publics. Bon, en France, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a une troisième résistance qui couvre à peu près tous les secteurs. C'est une résistance idéologique. On a un culte de l'État en France. Et vous-même, vous l'avez en pensant que c'est l'État qui doit tout faire, et alors qu'il ne fait pas tout, et que justement, il ne peut pas tout faire. Bon, et précisément, cette résistance idéologique, cette résistance qui consiste à dire le public c'est mieux que le privé, l'État c'est mieux que le reste, l'État c'est engagé donc ça marche pas. Non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Moi je pense qu'il faut retourner le problème, se dire dans ce que l'on appelle les banlieues, il y a des hommes et des femmes, il y a des jeunes qui n'ont qu'une seule idée, c'est de réussir leur vie. Et que c'est là-dessus qu'il faut tabler, en leur faisant confiance. Alors, je crois, soit je me suis mal exprimé, soit vous avez peut-être un peu caricaturé ma position. Je ne suis pas pour un tout État. Et je ne suis pas pour une privatisation à outrance du système éducatif français, même si je pense que l'éducation nationale, effectivement, doit faire preuve d'un peu plus de souplesse, d'adaptation face à des territoires qui sont en pleine mutation et qui demandent un peu plus de sur-mesure. Bien évidemment, comparer le public au privé est toujours très délicat. Tout le monde, malheureusement, ne peut pas se payer et s'offrir une école privée aujourd'hui. Si vous... À Tourcoing, c'est possible. Eh bien, écoutez, vous avez bien de la chance parce que je pense qu'un certain nombre de gens issus de la classe moyenne, issus des classes ouvrières, n'ont peut-être pas suffisamment de sous à la fin du mois, particulièrement dans un temps de crise comme celui-ci, de pouvoir mettre de l'argent dans une école privée. Il y a un service public en France. Mais même le privé fait partie du service public. Il y a un service public et l'éducation nationale doit offrir un service de qualité et on ne peut pas constamment se dire le service public est moyen, donc tournons-nous vers le privé. Il faut que ce soit le public qui améliore et continue à s'améliorer en termes de service, en termes de qualité, en termes d'adaptation aux besoins de ses élèves et aux besoins de formation. Vous avez parlé de volontarisme politique. Excusez-moi, j'ai juste un petit sourire. Volontarisme politique. Je me souviens d'un candidat, Nicolas Sarkozy, en 2007, qui nous promettait un plan Marshall des banlieues. Ce plan Marshall des banlieues est devenu le plan banlieue, puis l'espoir banlieue, puis la dynamique banlieue, puis pchit. Plus rien. On n'en a plus jamais entendu parler. Les mesures qui ont pu être prises en matière de développement de ces quartiers, en matière de soutien à l'emploi, en matière de soutien aux associations qui sont sur ces territoires, vous le savez. Alors il y a des explications, elles sont rationnelles de plus. Il y a eu la crise qui est passée par là. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que la tête de l'État a une réelle volonté de soutenir le développement de ces quartiers. Et je vais vous dire, j'ai trop de respect pour l'intelligence de tous ceux qui nous dirigent pour considérer qu'ils ne peuvent pas sortir, aider, soutenir les quartiers dans des difficultés dans lesquelles ils sont. Je pense que c'est une question de volonté, mais moi, à l'inverse, je pense qu'on a quelque part considéré qu'il ne s'agissait pas d'une priorité pour la nation que de s'investir davantage, de réfléchir davantage, de rationaliser davantage les soutiens dans ce quartier, dans ces quartiers. Vous parlez de
de l'administration, et je vois bien là le politique qui peut de temps à autre avoir cette facilité à renvoyer la balle et dire finalement c'est pas une question de volontarisme politique, mais plutôt lié à la machine administrative. Ce sont plutôt ces fonctionnaires, cette machine, cette grosse machine qui a du mal à se déplacer. Nous on veut bien, mais cette machine ne veut pas. Elle ne veut pas, elle ne peut pas, elle est ancrée, elle est empâtée, et quand on prend une décision à la tête de l'État, à la tête d'une collectivité, ou même tout simplement, parfois je l'entends de la bouche des maires, à la tête d'une mairie, on a les services administratifs, la fonction publique qui a du mal à mettre en œuvre les projets, et là on arrive à des comparaisons avec des modèles. Il faut quand même, comparaison n'est pas raison, le modèle anglo-saxon n'est pas tout à fait, la fonction publique anglo-saxonne n'est pas tout à fait la fonction publique française. L'organisation de base, structurellement parlant, n'est pas la même en Angleterre par rapport à celle qui existe aujourd'hui en France et qui a une histoire, parce qu'il y a une histoire dans ces deux pays. Maintenant, la volonté administrative sur les territoires, je peux prendre d'autres fonctionnaires qui diraient, mais vous savez, les politiques ne considèrent pas les quartiers comme une priorité. Ils ne considèrent pas que l'éducation, la réforme de l'éducation dans les quartiers est une priorité. Preuve en est, et vous l'avez soulevé un petit peu tout à l'heure dans un de vos arguments, c'est de dire, finalement, on continue, et depuis des années, malgré le fait de l'avoir souligné à plusieurs reprises, à faire des affectations de professeurs qui sont originaires du Languedoc-Roussillon, chez les Ch'tis, là-bas chez nos amis Ch'tis, dans le Nord, et tout ça, on l'a dénoncé, on l'a dit, il y a des rapports qui le précisent, en disant il faudrait peut-être une réforme dans l'affectation des professeurs, et ça ne bouge pas. Et je ne crois pas que ce soit du fait de l'administration ou du carcan administratif. Je pense réellement que quand le politique veut, il peut. Et sinon, on va revenir à ce que disait Lionel Jospin en matière d'emploi, je ne peux rien. Alors, quand on dit qu'on est un homme politique, qu'on est un dirigeant politique, et qu'on dit je ne peux rien parce que l'administration, excusez-moi, je vais être un peu violent et même un peu direct, on n'a rien à faire à cette place. Et comme disait Mao Tse-tung en parlant de toilettes, il disait, le pouvoir c'est comme les toilettes. Si vous n'avez rien à y faire, il faut laisser la place. Donc je dirais à ces dirigeants politiques qui se disent, on a tout essayé, malheureusement on n'y arrive pas, etc., c'est que finalement vous n'êtes pas à votre place. Voilà, alors je pense que là vous ne m'avez pas du tout entendu. Je ne vous ai pas du tout dit ça, je vous ai simplement dit qu'il y avait des résistances. Donc il y a bien une volonté politique, une volonté de la part de l'État, et il y a des résistances. Quand on a détecté les résistances, il faut vaincre ces résistances, c'est sûr. Je ne vous ai jamais dit le contraire. Et je vous ai dit d'ailleurs que si la volonté de l'État n'avait pas de résistance, comme c'était le cas au Royaume-Uni, effectivement, nous aurions pu aller plus vite. Bon, il y a des résistances, mais contrairement à ce que vous avez dit, le gouvernement actuel a encore intégré la politique de la ville à un très haut niveau dans ses ambitions. Je pense notamment que la politique de la ville est inscrite, par exemple, dans le grand emprunt. Bon, pas si grand que ça d'ailleurs, bon, 35 milliards, c'est pas énorme non plus. Pourquoi? C'est vrai, vous l'avez dit, parce qu'il y a une résistance inattendue qui a en grande partie limé les ongles des ambitions sarkozystes, c'est la crise, c'est vrai, faut pas se le nier. Aujourd'hui, prétendre que le désengagement de l'État que dénoncent certains, et qui est complètement inexact, serait complètement indépendant de la crise, ce serait vraiment mentir. Tous les pays du monde, ou tout au moins tous les pays du monde dits développés, que ce soit d'un côté de l'Atlantique ou de l'autre côté, se trouvent confrontés à la nécessité de diminuer leurs dépenses publiques. Et c'est un drame. Pourquoi? Parce que beaucoup de gouvernements sont, dans le fond, coincés entre deux objectifs, la volonté de bien faire et la volonté de faire plaisir, c'est-à-dire la démagogie. Et que, faut être clair, ça fait depuis la fin des années 70 que l'on finance la démagogie avec du déficit et de la dette. Et aujourd'hui, nous sommes au bout de ce processus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité aux gens. Et personnellement, comme je le disais depuis bien longtemps, par exemple, à chacun de mes vœux, on ne peut pas continuer avec 56% du PIB en dépenses publiques. Moi, je suis très content d'entendre, enfin, des messages réalistes, des messages vrais. Vous savez, moi, l'homme politique que j'admire le plus, c'est pas un Français d'ailleurs, encore que j'aime bien De Gaulle évidemment, mais ils sont quand même très proches, même s'ils sont disputés parfois, c'est Churchill. Et Churchill, bon, il a quand même osé dire à son peuple en grande difficulté, je vous promets, du sang, de la sueur et des larmes. Et je pense que lorsqu'un politique a le courage de dire, écoutez, ça va vraiment être dur, quoi. Je vais partager les difficultés, mais on va gagner ensemble. Et il a gagné avec son peuple. Je pense que pour moi, ça c'est l'idéal politique. Alors, quand on
voit l'avenir. Cet avenir, moi, je ne le vois pas du tout en noir. Parce qu'effectivement, contrairement à ce qu'a dit un ministre récemment, M. Lefebvre, pour ne pas le citer, l'un des grands atouts de la France, c'est sa natalité. La France, actuellement, a de moins bons résultats économiques que l'Allemagne. C'est vrai. Parce que l'Allemagne a notamment une politique beaucoup plus rigoureuse que la nôtre, sous Schröder d'ailleurs, sur le plan fiscal, sur le plan des revenus. Les revenus allemands ont baissé, on ne le dit jamais, mais ils ont baissé. Ils sont arrivés à un coût du travail plus faible que le nôtre, ce qui est quand même un peu le bouquet. Bon, la France a vécu au-dessus de ses moyens. Aujourd'hui, elle se trouve plus en difficulté, mais à long terme, elle a des atouts. Et donc, il faut se mobiliser sur le long terme, en disant que notre but, c'est de faire en sorte que, 1. Les obstacles idéologiques qui paralysent encore la France, qui font que dans notre pays, vous savez, quand on compare ce que pensent les jeunes Chinois à ce que pensent les jeunes Français, c'est effrayant. Les jeunes Chinois ne pensent qu'à une chose, c'est à créer leur entreprise et à être dans le monde capitaliste. Les jeunes Français, oh là là, comment puis-je devenir fonctionnaire? Ce qui, je ne dis pas que c'est 100% bien sûr, mais c'est une majorité. Et c'est tout simplement effrayant, si vous voulez, parce que pensez que dans un pays comme le nôtre, un pays qui a tellement d'atouts, un pays qui est jeune, un pays qui est dynamique, un pays qui a l'avenir devant lui, eh bien, la majorité des gens pensent à la protection et pensent à trouver une protection sociale et professionnelle pour toute leur vie. Ça, c'est véritablement un obstacle idéologique extrêmement fort. Et je pense que tout le monde doit se mobiliser pour vaincre cet obstacle-là, pour se dire que nous devons réussir ensemble, que dans ces fameux quartiers, il y a des jeunes dynamiques, entreprenants, et dont il ne faut absolument pas décourager les efforts. Au contraire, moi je pense que chaque fois que l'on peut encourager la création d'une entreprise, et une mesure par exemple tout à fait excellente, c'est celle de Novelli sur les auto-entrepreneurs. Le fait que quelqu'un peut très facilement, dans le fond, se mettre au boulot, quoi. Alors, bien sûr, statistiquement, on s'en aperçoit, il n'y a pas 100% d'autres entreprises qui sont des auto-entreprises performantes, mais n'empêche que ça a en grande partie levé la difficulté un peu psychologique. Oh là là, créer une entreprise, c'est difficile, ça prend longtemps, c'est compliqué. Non, là, c'est simple, c'est facile, et on peut. Autre chose, cette fois-ci, je ne tourne pas vers les pays anglo-saxons, je me tourne vers l'Allemagne. On a en France cette idée que, dans le fond, la réussite, c'est de passer un concours, de devenir un fonctionnaire, si possible un haut fonctionnaire, d'avoir une vie assurée parce qu'on a été brillant à l'âge de 22, 23, 24 ans, de réussite, de garantir une vie de réussite pour le reste de ses jours. C'est une erreur profonde. La vie, ça doit être comme la formation, continue. Et je pense que là, on devrait plutôt se tourner du côté de l'Allemagne et dire il faut arrêter de considérer qu'il y a les études longues, il y a les études nécessairement générales, il y a le passage d'examens et de concours, et il y a la fonction publique. Non, il faut se dire par exemple, donnons enfin aux formations par alternance, à l'apprentissage, la dimension qui convient. Les Allemands forment depuis très longtemps des ingénieurs par alternance. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'au plus haut niveau de la formation en étant en collaboration avec les entreprises, en sachant ce que c'est qu'une boîte, en y travaillant, en sachant ce que c'est que la solidarité d'entreprise, etc. C'est ça qu'il faut créer comme état d'esprit en France et ne pas continuer à subir cette coupure, cet affrontement entre le monde du public hyper protégé et le monde privé hyper exposé. Alors, je vais être totalement d'accord sur la situation de difficulté, sur la situation de crise financière et sur l'accroissement du chômage qui est à venir. Le pire est à mon sens devant nous. On n'a pas encore tout vu. Les prochains mois... c'est encore un autre débat, mais les 6-12 prochains mois vont être très très difficiles et vous avez raison de dire que la responsabilité politique c'est de dire la vérité et de dire que oui, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Extrêmement difficile, demander aux Français de faire des efforts, demander à chacun d'être responsable, c'est quelque chose d'extrêmement important dans un vivre ensemble, avoir une vision commune, regarder dans le même sens vers l'avenir. Demander aux Français de faire des efforts, très bien. Demander aux chefs d'entreprise de faire des efforts, oui, très bien. Mais moi, j'aimerais aussi qu'on demande aux acteurs politiques, aux hommes politiques, aux élus de faire un effort.
une petite mesure, ce serait par exemple que nos hommes politiques, nos ministres, nos députés, nos élus puissent se dire, eh bien nous, à notre niveau, voilà notre contribution en réduisant de 5 ou 10% leurs revenus, leurs frais, leurs avantages, pour pouvoir montrer à cette population qui, et je l'entends sur le terrain, parfois se disent, oui, ils nous demandent des efforts, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont encore avec leurs avantages. Et leurs avantages, autant au niveau des élus que de la fonction publique, qui jouit encore aujourd'hui d'un certain nombre d'avantages qu'on ne trouve pas dans le privé. Loin de moi la volonté de vouloir monter les uns contre les autres, parce qu'on ne tirera pas un pays d'une difficulté telle que la France la connaît aujourd'hui, en montant les uns contre les autres, les fonctionnaires contre le privé, les élus contre les administrés, les ouvriers contre les cadres, des chefs d'entreprise, etc. Mais en ayant un discours global et une réalité globale et de demander le même effort à tous, je trouve qu'il y a une forme de cohérence. Vous savez, je suis chef d'entreprise. Et comme beaucoup de chefs d'entreprise, j'ai ma petite PME à traverser des difficultés. Et quand on est dans des difficultés, on a un petit peu d'argent et on se dit quels sont mes choix d'investissement stratégiques. Où est-ce que le peu d'argent qui me reste, où est-ce que je vais le mettre? Alors, gouverner un pays, ce n'est pas diriger une entreprise, mais il y a des choix là encore d'investissement à faire. Est-ce qu'on préfère mettre l'argent, vous avez trouvé ça peut-être un peu déplacé de mettre ça sur la table, mais est-ce qu'on préfère faire la guerre à l'extérieur en Afghanistan par exemple, ou est-ce qu'on a plutôt intérêt à mettre cet argent dans l'éducation, dans la formation et dans l'emploi? C'est une question légitime que le contribuable lambda peut se poser. Est-ce que mon argent est plus rentable à alimenter les régiments et quelque part aussi, malheureusement, la guerre c'est aussi la mort, et avoir des militaires de mourir là-bas, ou est-ce que plutôt à mettre cet argent dans l'avenir, dans ces quartiers aussi, pas uniquement, et dans l'éducation ou l'emploi? Alors, moi je pose la question des choix d'investissement. Je pense aujourd'hui qu'il y a une réflexion à mener et qu'on n'a pas optimisé ces choix. Il y a, à mon sens, deux axes sur lesquels on doit mettre le paquet. C'est l'emploi et la formation, et particulièrement l'éducation dans ces quartiers, puisque le sujet d'aujourd'hui, on pourra parler des zones rurales ou d'autres, mais aujourd'hui le sujet c'est la banlieue. Dans ces quartiers-là, je pense que l'emploi et la formation sont, je dirais, vitales, cruciales, pour pouvoir, je dirais, permettre à ces zones de récupérer le retard qu'elles ont pris sur un certain nombre de points sur toutes ces années. Alors, vous avez un discours très fort sur la société du mérite, sur la société du travail, et au fond, je la partage, cette vision. Mais il y a une problématique, monsieur le député, c'est que nous sommes dans un pays de caste. Et je vais vous le démontrer. Aujourd'hui, 60% des enfants d'ouvriers deviennent ouvriers à leur tour. Quoi que vous fassiez, il y a un déterminisme social. Vous allez à l'ENA, aujourd'hui, 50% des énarques ont des parents énarques. Il y a une classe dirigeante qui se reproduit entre elles. Je prends l'exemple des énarques, je pourrais très bien prendre Polytechnique ou les grands corps où il n'y a plus d'ouvriers aujourd'hui. Et regardez un petit peu, on a les masses populaires qui se reproduisent entre elles, et là-haut, j'ai envie de dire, au sommet de la pyramide, ça se reproduit. Où est cette capacité à se dire un peu, où est ce rêve français, à l'instar de ce rêve américain, où celui qui est en bas puisse se dire, un jour je serai là-haut, à part mon travail? Eh bien, monsieur Vanès, aujourd'hui, statistiquement, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, statistiquement, le gamin qui est né dans votre quartier à Tourcoing, ch'ti, il a peu de probabilité, s'il est né dans une famille de chômeurs, parce que zone industrielle, s'il est né dans une famille d'employés, de pouvoir un jour accéder à l'ENA. Bien sûr, il y a quelques dispositifs ici et là que vous avez cités tout à l'heure, les cordées de la réussite, l'ESSEC, HEC, toutes les grandes écoles font aujourd'hui des choses en la matière, même si je regrette que tout ça ne soit pas coordonné avec une vraie vision commune. Des initiatives privées, on ne peut que les saluer, mais je trouve dommage que la mobilité sociale soit plus forte, monsieur Vanès, aujourd'hui en Roumanie, qu'elle ne l'est en France. Oui. Bien, trois choses. Alors, la première, c'est dans le fond les investissements. Comment répartir les investissements? Je crois que vous avez en grande partie raison. Il y a des choix à faire qui sont liés à notre époque. Pour autant, il ne faut pas négliger un certain nombre de domaines qui paraissent faciles à écarter alors qu'ils ne le sont pas. Et je pense notamment au problème de la défense. La défense est une obligation régalienne de l'État. L'idée que la République française puisse faire respecter ses propres droits et puis les droits aussi de toutes les populations qui sont menacées aujourd'hui, je pense que c'est plutôt
un élément de la dignité de notre pays dont il faut être fier. Je pense que notamment l'intervention rapide et efficace de l'armée française en Libye a quand même permis de mettre fin à un régime dictatorial odieux et assez grotesque d'ailleurs. Je pense qu'il faut s'en féliciter. Je vous rappelle que l'Afghanistan est une opération qui a été lancée par M. Jospin, par la gauche, et non pas par le gouvernement actuel. Qu'un désengagement de ce pays brutal n'aurait que des effets catastrophiques, d'abord sur nos soldats qui deviendraient des cibles privilégiées, et ensuite, bien sûr, pour l'Afghanistan lui-même. C'est la raison pour laquelle, dans ce domaine, il faut être extrêmement circonspect. Moi, je pense que le gouvernement actuel peut vraiment être félicité d'avoir fait des choix extrêmement précis et, dans le fond, d'ampleur assez courte dans le temps, contrairement à ses prédécesseurs. En plus, il a eu la maîtrise d'opération. Quand on compare ce qui s'est passé en Bosnie et ce qui s'est passé en Libye ou en Côte d'Ivoire, on s'aperçoit quand même que c'est bel et bien le président de la République qui a mené le jeu et qui a pris les décisions. En Bosnie, ce sont les Américains qui sont venus en Europe nous dire comment il fallait faire, ce qui est un petit peu humiliant. Donc, ça c'est un premier point. Moi, je pense même que l'armée devrait beaucoup plus contribuer à, dans le fond, trouver des solutions au problème de l'insertion des jeunes. Mais elle en trouve déjà. Par exemple, il y a une excellente mesure qui a été prise en 2005 par Michel Alliot-Marie. C'était la création des établissements de défense deuxième chance. L'encadrement militaire pour des jeunes qui, effectivement, sont exposés à la délinquance est un encadrement qui est extrêmement salutaire. Ça a donné des réussites, puisque plus de 50% d'entre eux ont trouvé un débouché professionnel, et notamment 15%, tout simplement, dans la défense elle-même, c'est-à-dire en devenant eux-mêmes des militaires. L'un des grands regrets que j'ai, et je pense une des grandes erreurs que nous avons commises, c'est l'abandon du service militaire, qui crée chez tous les jeunes un passage, un rite d'initiation à la vie sociale, un rite d'allégeance à la République, qui était absolument essentiel. En plus, ça permettait notamment de compenser pendant l'année du service des défaillances en matière de formation. Je pense à tous ceux qui ont passé leur permis de conduire, par exemple, au service militaire. Ça leur coûtait moins cher, et ensuite, en sortant, ils avaient un plus dans la vie professionnelle. C'est une grande erreur que nous avons commise. Nous sommes en train d'essayer de la rattraper avec le service civique. C'est vrai. Moi, je souhaiterais un service civique qui soit universel. Et combien ce service public peut nous rendre de services, justement, dans le domaine de l'insertion des jeunes en provenance des quartiers qu'on appelle des banlieues. Là encore, ce sont des efforts qui ont été faits, qu'il faudra poursuivre. Vous avez évoqué également un deuxième sujet, c'est le problème du coût des élus. Bon, moi je veux bien, et c'est en train de se faire de toute façon, manifestement. Cela étant dit, c'est peanuts. Le coût global des élus, c'est peanuts par rapport aux dépenses de la République. C'est la symbolique. Oui, c'est du symbole, c'est du domaine symbole, nous sommes bien d'accord. Mais enfin, c'est pas avec ça qu'on va régler la question. Par exemple, nous avons pris une mesure qui consistait à dire, c'est pas encore en œuvre, mais enfin ça a été voté, on va garder les départements et les régions, mais désormais, ce sera le même élu qui sera à la fois conseiller régional et conseiller départemental, qu'on appelle aujourd'hui le conseiller général, donc qui deviendra globalement un conseiller territorial. C'est vrai que ça coûtera moins cher, il y aura 2 fois moins d'élus à peu près, pas tout à fait. Bon, attendez, il y aura une solution beaucoup plus simple et beaucoup plus courageuse, mais que les élus n'ont pas accepté. Moi, je me suis bagarré, je vous le dis franchement, avec Hortefeux, lorsque je lui ai dit « je vote pas ta loi ». Je ne vote pas ta loi, parce que cette loi n'est pas courageuse. Et la loi courageuse serait tout simplement de supprimer les départements. C'est ce qu'a annoncé Berlusconi pour les provinces en Italie il y a quelques semaines. Vous remarquez qu'il est déjà revenu en arrière. Tout simplement parce que tous les élus des provinces ont dit « Ah, attendez, il ne faut pas nous supprimer notre siège, on y tient beaucoup ». C'est ça le courage. C'est pas de supprimer quelques postes d'élus en faisant semblant. C'est carrément de supprimer le département. Aujourd'hui, le département ne sert absolument plus à rien. Il suffit de faire glisser ses dépenses et son fonctionnement sur les régions. Avec la facilité de communiquer que nous avons aujourd'hui, ce sera bien suffisant et on pourra avoir le même degré de proximité. Ça n'est véritablement pas le problème. Mais cela fera en sorte qu'il y aura moins d'emplois publics, oui, moins de fiscalité, oui, et donc plus de dynamisme à l'emploi privé. Et c'est manifestement ce qu'il faut choisir. Quant au reste, en ce qui concerne les élus, vous savez, dans les mois, les années qui vont venir, que ce soit une majorité ou une autre, de toute façon, on ira vers le mandat unique, ce qui sera déjà un très gros progrès, parce que l'une des choses tout à fait difficiles à accepter dans notre pays, c'est le fait que beaucoup de parlementaires ont 1 et quelquefois 2 autres mandats, s'ils ont une petite commune par exemple, et que cela les empêche en grande partie d'être très efficaces
en tant que parlementaire, c'est-à-dire en tant que législateur. Ce sont des progrès qui sont en train de se faire, qui vont se faire. Je ne suis pas du tout hostile au fait, entre parenthèses, qu'on accélère ces progrès. Je crois que c'est vraiment aujourd'hui dans les tuyaux et qu'on pourra aller plus loin sans grande difficulté. Oui, alors vous avez également évoqué, vous n'avez pas fait référence à Bourdieu, mais vous auriez pu. J'ai évité, parce que ouais, ça fait un peu cuistre. Vous m'avez qualifié d'étatiste total. Si je vous avais mis Bourdieu après vous avoir cité Mao, là c'était fini, j'étais rouge vif. La rupture aurait été complète. Bon, alors c'est vrai qu'il y a une reproduction sociale qui tient en grande partie au rôle de plus en plus important que, dans le fond, les connaissances générales, l'adhésion à la culture joue dans la sélection pour les diplômes, notamment dans les diplômes qui, ne reposant pas sur un savoir scientifique, en gros sur les maths, reposent davantage sur la littérature. C'est vrai dans tout ce qui est proche du droit ou de la formation politique. C'est vrai notamment de Sciences Po. C'est pour ça d'ailleurs que Sciences Po actuellement s'intéresse particulièrement à cette mobilité sociale, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est dans ce type d'école. Moi, je vais aller plus loin, si vous voulez. Je relisais récemment deux bouquins qui ont été écrits dans les mêmes conditions, après des guerres perdues. Et le deuxième, c'est celui de Marc Bloch, L'étrange défaite. C'est assez surprenant parce que dans le fond, la conclusion est la même. C'est est-ce que les grandes écoles françaises sont un plus ou un moins? Est-ce que précisément ça n'est pas l'usine à protéger la caste? Et est-ce que nous n'aurions pas intérêt à favoriser davantage l'enseignement supérieur universitaire plutôt que les grandes écoles? Nous avons un enseignement universitaire qui n'est pas au niveau. À chaque fois, on s'en prend plein la figure avec le classement de Shanghai, en grande partie à cause de ça. Parce que nous, les très bons, les très hauts niveaux, c'est dans les grandes écoles. Je pense personnellement qu'en favorisant les universités au détriment des grandes écoles, non, je ne pense pas qu'elles soient absolument nécessaires. Moi, par exemple, je ne pense pas que l'ENA soit nécessaire. Je serais assez favorable à la disparition de cette grande école qui, à mon sens, ne sert à rien. Les Britanniques, les Allemands ont des responsables politiques et des responsables administratifs qui sont formés à l'université. Je ne pense pas qu'ils soient moins bons que les nôtres. Certainement sont-ils moins ancrés dans leurs privilèges, dans la lourdeur de leurs traditions, dans leur réglementation, dans la complexité, puisque dans le fond, ils ont été choisis pour être capables de gérer cette complexité à travers des concours. Je pense qu'on rend un bien mauvais service à la France en répétant ce type de formation. Je pense que le meilleur moyen d'assurer la mobilité, c'est précisément de casser cette usine à faire des castes que sont les grandes écoles. Voilà. Alors donc maintenant, vous avez beaucoup d'avance, donc oui. Il vous reste 10 minutes. Vous avez 10 minutes. 10 minutes. J'ai pris 10 minutes d'avance? Ouais. Oh là. Alors, il vous restera 1 ou 2 minutes pour conclure. Très bien. Donc vous pouvez faire 8 minutes, puis 1 ou 2 minutes pour conclure. 8 minutes, ça va être compliqué, surtout si on n'échange pas. Oui. Qu'est-ce que je fais? La parole déjà, voilà. Oui. Je prends la parole. Sur la mobilité sociale, j'ai envie d'ajouter qu'au-delà du système éducatif, il y a vraiment une vision et l'inconscient collectif sur lequel il faut travailler. Aujourd'hui, il y a pas mal de difficultés qui sont d'ordre social. La première, par exemple, la première source de recrutement dans ce pays, ce n'est pas Pôle emploi, ce n'est pas Cadre emploi, c'est la cooptation, c'est ce fameux réseau social. Donc effectivement, quand les discriminations à l'emploi, la première discrimination, contrairement à ce qu'on peut nous vendre dans les médias, elle n'est pas d'ordre ethnique, elle est d'ordre social. Et je vais faire un exemple très caricatural mais très parlant. Vous pouvez être bien blanc, issu d'un monde rural très profond et avoir d'extrêmes difficultés à trouver un emploi, et être noir, fils d'un ambassadeur, et n'avoir aucune difficulté à trouver un emploi parce que papa, parce que maman, parce que le milieu social. Donc le facteur origine sociale est le facteur, à mon sens, déterminant. Le facteur ethnique, puisqu'on parle des banlieues et que, de par l'histoire, de par la composition, il y a effectivement plus d'étrangers ou de gens héritiers de l'immigration dans ces territoires, c'est vrai que les discriminations à l'emploi et les discriminations liées à l'origine ethnique sont un facteur aggravant. Si vous êtes issu d'un milieu social faible, défavorisé, et qu'en plus vous êtes issu de cette couche de la population héritière de l'immigration, et comme disait Coluche, en plus vous êtes petit, noir et moche, la vie va être très compliquée, effectivement. Donc votre CV, il passera
après. Alors ça nous amène aussi sur les questions de CV anonyme. Alors moi j'ai fait partie de ceux qui disaient, bon, pourquoi pas, si ça peut être une solution, ce n'est pas la panacée que de postuler avec une cagoule sur la figure, d'accord, essayons après tout, pourquoi pas, si avec ça, il y en a 5, 10, 100, 1000 qui trouvent un emploi, tant mieux, mais ce n'est pas la panacée, et effectivement, ça ne grandit pas à la fois la France et les entreprises françaises que de devoir arriver à ce type de solution. On est obligé de demander aux candidats de se cacher l'âge, cacher le sexe, cacher l'origine, cacher le handicap, cacher, finalement, le CV se résume à une feuille blanche et finalement on se retrouve un petit peu avec la caricature et l'inverse de l'objectif auquel on voulait arriver. Concernant les banlieues, il y a deux autres points que je voulais soulever, parce que dans ces territoires, il y a bien sûr, nous en avons beaucoup parlé, l'emploi, la formation, l'éducation, mais il y a aussi les problèmes de l'habitat. Alors, le problème de l'habitat a été bien traité, je dirais, par cette agence créée par Jean-Louis Borloo, l'ANRU, mais il y a encore des problématiques. 60% des gens qui habitent dans ces zones urbaines sensibles sont des locataires HLM. Certains habitent là depuis 25-30 ans. Des appartements qui ont été payés et amortis 10, 15, 20 fois. La solution, l'accession à la propriété, avec toutes les bonnes conséquences que ça peut avoir. Pourquoi, là encore, y a-t-il tant de réticences, tant de freins, tant de ralentissements à mettre en place? La loi, mais vous en connaissez beaucoup, vous, dans les zones urbaines sensibles, qui ont pu accéder à la propriété de leur HLM. Moi, j'en connais pas beaucoup. J'habite et j'ai habité la plus grande cité de France. D'où vient la résistance? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une volonté politique très forte à taper sur la table? Est-ce que ça vient des OPHLM, qui ne sont pas des fonctionnaires? Non, vous avez également du privé. Qui sont des opérateurs indépendants. Donc, je ne sais pas, mais je trouve regrettable qu'on n'ait pas suffisamment fait en la matière. Je ne dis pas que rien n'a été fait, je dis qu'on n'a pas été suffisamment loin. Enfin, il y a un sujet, et on ne peut pas l'écarter, sinon ce serait de l'angélisme, c'est la question de la sécurité. Il y a dans ces quartiers des difficultés, parfois utilisées, parfois manipulées à des fins politiques. Je ne suis pas le plus grand fan du discours de Grenoble, par exemple, de Nicolas Sarkozy, mais utiliser et manipuler une réalité, parce que dire « non, attendez, messieurs, dames, tout se passe bien dans les quartiers », c'est peut-être le discours d'une certaine famille politique, et en tout cas pas la mienne. Il y a une réalité dans ces quartiers, il y a des difficultés, il y a de la délinquance, il y a des choses qui se passent mal, et il faut, là, comme ailleurs, de la sécurité, des policiers, et puis, bien évidemment, quand ça doit arriver, la sanction. Mais, j'ai envie de dire, on utilise un petit peu trop, à mon sens, cette question sécuritaire dans les quartiers. Ce qui m'amène même à me poser, à m'interroger sur la réelle volonté politique à régler les problèmes de sécurité dans ces quartiers. Est-ce que finalement, et je vais être très provocateur, il n'y a pas intérêt pour certains à ce que les quartiers restent finalement dans cette misère sociale, parce que ça permet de cultiver un terreau? Vous savez, ce discours de « touche pas à mon pote », certains en ont besoin. Le temps n'est plus à « touche pas à mon pote », mais plutôt « vas-y mon pote ». Mais certains en ont peut-être besoin. Et puis de l'autre côté, est-ce que certains n'ont pas besoin de ces difficultés dans ces quartiers pour justifier quelques politiques sécuritaires qui les arrangent bien, particulièrement à l'approche de certaines échéances? Je pose des questions, je suis sûr, monsieur Vannès, que vous aurez des réponses sur le sujet. Je suis sûr aussi que ceux qui nous regardent pourront aussi eux-mêmes creuser un petit peu cette réflexion. Mais moi, je m'interroge sur ce que vous avez tout à l'heure souligné et qui, à mon sens, est déterminant, le volontarisme politique sur cette question de banlieue. Nos politiques veulent-ils que la banlieue rattrape son retard en matière de développement social, en matière de développement économique? Ma réponse est malheureusement, je ne le crois pas. Et je fais partie de ces acteurs privés qui travaillent au quotidien à essayer d'améliorer les choses par l'engagement économique, par l'aide à la création d'entreprises, par la réflexion sur l'emploi, sur l'éducation. Mais ce n'est pas suffisant, l'initiative privée. Si on n'a pas un vrai volontarisme, à la fois dans le discours, mais aussi dans l'action sur ces territoires, on n'y arrivera pas. Alors, je fais bien évidemment la distinction entre les élus de terrain. Je vois bien les maires, le maire de Drancy, Jean-Christophe Lagarde, le maire
des Mureaux, le maire de toutes ces de Chanteloup-les-Vignes, avec Cardo. Je vois tous ces maires qui essayent de se battre, mais qui n'ont pas forcément les soutiens de l'État qu'ils mériteraient pour essayer de déployer toutes ces problématiques, et elles sont nombreuses. Vous savez, les banlieues sont toujours un effet grossissant des mots, M-A-U-X, français. On a plus de chômage là, plus de familles monoparentales, plus de difficultés dans l'éducation, tout est grossi dans ces territoires. Et si vous avez envie tout simplement, et j'y invite tous ceux qui nous regardent, de voir quelles sont les maladies dont est touché aujourd'hui notre beau pays, eh bien, il suffit de regarder la banlieue et de voir quelles sont les problématiques qui y sont, et vous y verrez toutes les problématiques auxquelles doit faire face notre pays. Alors, nous avons tous une responsabilité, citoyens lambda, élus, chefs d'entreprise, à essayer de contribuer à un meilleur destin pour notre pays. Mais je pense que le volontarisme doit se traduire concrètement par les faits. Et si j'ai un reproche à faire, c'est que le politique ne va pas, à mon sens, jusqu'au bout, en tout cas en matière de banlieue. Voilà, donc... Ça va, j'ai rempli les 10 minutes. Vous pouvez conclure chacun. Oui, alors, vous avez remarqué que je n'avais pas du tout évoqué le problème de la sécurité. Oui. Ça vous a peut-être surpris, mais c'est vrai que je ne considère pas que ce soit le problème prioritaire. En revanche, si on parle du problème de la sécurité, notamment dans certains quartiers sensibles, je pense qu'il faut voir les méthodes d'action d'une façon extrêmement précise. Première méthode d'action, la vidéoprotection. J'observe que certains maires, je pense au maire de Lille par exemple, s'y opposent pour des raisons qui sont purement idéologiques. La vidéoprotection est extrêmement efficace, il faut la généraliser. Deuxième moyen d'action, c'est de faire en sorte que la police soit dans ces quartiers comme un poisson dans l'eau. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé, comme vous le savez, les UTEC, c'est-à-dire ces unités territoriales qui font en sorte que des policiers piétonniers puissent être en contact direct avec la population. Je pense que là, il y a aussi une modification de la culture du policier. La formation des policiers en France ne les prédispose pas à ce type de contact avec la population. Il y a vraiment un énorme affaire qui n'est pas encore fait dans ce domaine. Enfin, il y a un troisième aspect qui est essentiel, qui explique tout le reste. C'est que dans ces quartiers, souvent, il y a dans le fond une économie parallèle. Et que cette économie parallèle est fondée sur la plus grande source de l'insécurité dans notre pays, qui est tout simplement la drogue. Et que beaucoup de ces quartiers ont des réseaux qui non seulement existent, se développent, ont des ramifications, mais en plus ont les moyens de faire en sorte que par des actions violentes, par des agressions, par des incendies de voitures, voire d'immeubles, eh bien on fait de ces quartiers des zones de non-droit. Et je pense que là-dessus, il faut absolument être intraitable. Tous les quartiers de France doivent être traités exactement de la même manière. La sécurité doit y régner partout. Aucune forme d'économie parallèle ne doit être acceptée. Je pense que là, on peut encore faire beaucoup plus. Et qu'on ne le fait pas toujours. Pourquoi? Notamment parce que vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Il y a souvent une complicité objective entre certains élus, souvent de gauche, et manifestement la clientèle politique qu'ils ont réussi à créer dans ces quartiers. Clientèle qui est faite d'une part de personnes qui ont des emplois publics ou parapublics et qui habitent ces quartiers, et puis de gens dont on ne regarde pas trop les activités. Souvent il y a des liens d'ailleurs entre les deux. C'est une chose qui n'est pas acceptable et qui, là encore, montre que tous les politiques n'ont pas beaucoup de courage. Alors maintenant, savoir si, en revanche, de l'autre côté, il y aurait intérêt à ce que l'insécurité puisse générer une réaction des électeurs favorable au gouvernement, par exemple. Vous savez, je ne le pense pas. Je ne le pense pas, parce que lorsque des violences existent, qui est considéré comme le principal responsable? Celui qui n'a pas su maintenir l'ordre, c'est-à-dire précisément le responsable de l'ordre, c'est-à-dire le gouvernement. Je pense que ça bénéficie à ceux qui contestent le gouvernement, qui sont souvent plus à droite que le gouvernement. Ça, oui. Là, ça crée pour ces personnes-là un véritable intérêt. Mais en revanche, vous savez, le gouvernement, il n'a qu'un seul intérêt, c'est qu'il y ait le moins de violence possible, le moins d'insécurité possible, le moins de délinquance possible. Et ceci pour deux raisons. C'est que d'une part, moins il y a de dégradation, moins ça coûte. Et moins il y a d'actions violentes ou délinquantes, moins on a besoin de policiers et de magistrats. Or, je vous signale en passant que le gros problème de notre pays dans ce domaine, ce n'est pas tellement les policiers, ce sont les magistrats,
qui souvent ont eux aussi des blocages idéologiques un peu étonnants, et sont quelquefois insuffisamment nombreux ou insuffisamment formés. Je vous signale quand même que depuis des années, pratiquement depuis 2002, le ministère de la Justice est celui qui bénéficie de l'augmentation de crédit la plus importante. Encore l'année dernière, alors que tous les autres crédits étaient bloqués, pas tous. Il y avait l'enseignement supérieur, il n'y a que 2 budgets qui ont été augmentés, l'enseignement supérieur et la justice, et c'est pas par hasard. Vous pouvez conclure, vous avez 5 bonnes minutes. Alors, juste pour répondre sur la justice, je ne sais pas si l'accroissement des crédits de la justice est proportionnel à l'accroissement du nombre de lois votées, parce que c'est vrai que face j'ai envie de dire, cette attitude un peu législative à constamment créer de nouvelles lois, voter de nouvelles lois, je ne sais pas si de l'autre côté, le département justice a les moyens de suivre tout cela, moyens humains, moyens techniques, etc. On a encore vu récemment dans l'actualité un juge obligé de libérer parce que le code, parce que la loi le prévoit, quelqu'un qui, un délinquant, multirécidiviste, on n'a pas pu l'emmener en garde à vue. Et est-il obligé de le libérer? Je fais confiance aux magistrats quand même. C'est la base de principe. Je pense que ce sont des gens responsables, qui ne sont pas des gens nuisibles, qui n'ont pas une volonté de nuire et qui font leur travail avec les moyens qu'ils ont. Donc je ne pense pas qu'ils libèrent des gens pour le plaisir en se disant je vais remettre quelqu'un dans la nature dont je sais qu'il peut causer des dégâts à la collectivité. Je n'irai pas jusque-là. Non. Moi je vais jusque-là. Certains le font volontairement. Alors ça vous engage que vous, moi je ne le crois pas. Je suis plutôt de ceux qui pensent que les gens font correctement leur travail, et les juges, je pense qu'ils le font correctement. Maintenant, il y avait un autre point, pour le coup, c'est moi qui ai oublié ce que vous avez dit, donc il y avait la justice. Quelle était la sécurité? La sécurité, la police de proximité, la vidéoprotection peut-être. Bien évidemment. Et la lutte contre la drogue peut-être. La lutte contre la drogue, j'ai envie de remonter un peu plus loin. Très honnêtement, on fait partie, et je l'ai écrit dans un de mes livres, j'ai vécu 25 ans dans la plus grande cité de France. J'avais 14 ans, je savais, par les bruits, quand arrivaient les cargaisons, etc. Bien sûr que tout ça existe, mais comment un gamin de 14 ans qui n'est lié à aucun réseau peut avoir des informations que les services de renseignement n'ont pas? Comment peut-on laisser rentrer des milliers de tonnes dans la 5e puissance économique mondiale, réputée pour avoir parmi les meilleurs services de renseignement au monde? Il y a juste quelques questions, je m'interroge. Là encore, je ne mettrai pas en doute ni l'intelligence, ni la capacité technique, ni les moyens humains qui sont dédiés à la chasse, à tous ces délinquants qui viennent empoisonner la vie des quartiers. Mais je m'interroge quand même sur le fait qu'on puisse laisser déverser de la drogue, des armes, etc. dans ces quartiers, en se disant « Ah ben non, vous savez, les trafiquants ont plus d'argent, plus de moyens que nous, et c'est pour ça qu'ils y arrivent, et nous, malheureusement, on n'y arrive pas. » Non mais, désolé, je ne crois pas à cette rhétorique-là, je ne crois pas à ces réponses-là. Je me dis que quelque part, il y a une forme de laxisme, pour ne pas dire autre chose. Parfois, est-ce qu'il n'y a pas une volonté à laisser déverser sur certains quartiers cette drogue? Peut-être aussi avec cette volonté de se dire, comme les Anglais se sont dit en Chine, bon bah on va les laisser faire, un petit peu de trafic, ça permettra de tempérer, d'apaiser les esprits, et pendant qu'ils trafiquent, au moins on les a pas face à nous, ils nous prennent pas la tête. Je l'ai entendu de la part d'élus de droite et de gauche, ce type de discours. Donc il y a aussi une responsabilité des élus. Pas de ma part en tout cas. J'en suis convaincu, monsieur Vanès. mais tout cela existe, et il ne faut pas enjoliver le discours. Il y a des difficultés d'un point de vue sécurité. La police de proximité est une bonne chose. Là encore, ce que je regrette en tant qu'administré, c'est de voir parfois la droite et la gauche se bagarrer sur des sujets au nom simplement de dogmatisme partisan. Quand on a la gauche qui a mis en place la police de proximité, que la droite est revenue au pouvoir pour démanteler puis remettre, je me dis, c'est petit, c'est de la bagarre, c'est petit, il y avait une police de proximité, elle existait, on aurait dû faire de la continuité. Et vous savez, c'est une problématique presque très franco-française, de se dire, quand un gouvernement arrive, de se dire, bah, et c'est valable dans une mairie, dans un conseil général, dans un conseil régional et à l'Assemblée nationale, de se dire, bah, on va marquer de notre empreinte, donc on va peut-être un peu plus démanteler ce qui a été fait avant, pour essayer de refaire parfois la même chose, sous un autre nom, un peu de marketing, mais finalement on se retrouve avec les mêmes choses. Donc police de proximité, UTEC, appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça présence humaine dans les quartiers, c'est une bonne chose
que de créer du lien entre ceux qui ont besoin de sécurité et puis la police, parce que, effectivement, là encore, je retrouve les mêmes problématiques qu'avec l'éducation nationale. Il y a beaucoup de jeunes policiers qui sont nommés dans ces quartiers, qui n'y connaissent rien. Vous avez soulevé la problématique de la formation. Ils arrivent là encore, du sud de la France ou de je ne sais où, débarqués dans des quartiers qu'ils ne connaissent pas, ils n'en connaissent pas la culture, ils n'en connaissent pas les codes, et puis ils sont livrés la trouille au ventre. On se met un petit peu à leur place. Et puis de l'autre côté, on a ces populations qui sont là, qui voient arriver des gens qui ne les connaissent pas, qui peuvent être maladroits dans la manière de s'exprimer, maladroits dans le comportement, etc. Donc forcément, ça crée des tensions. Le lien humain ne peut que détendre tout cela. Donc la sécurité, ce n'est pas uniquement le coup de matraque, c'est aussi le dialogue. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, parfois, des policiers qui jouent au football avec des jeunes, ça peut créer du lien, même si ce n'est pas la fonction première de la police nationale, j'en conviendrai. Mais, je le dis, puisque moi-même, plus jeune dans mon quartier, on avait les CRS qui s'occupaient, qui animaient quelques animations sportives, et ça nous permettait de dialoguer avec eux, et finalement d'en avoir aussi... N'oubliez pas le coût d'un CRS. Le coût d'un CRS, mais vous savez, le coût d'un CRS, combien ça coûte un jeune ou un moins jeune qui fait des bêtises dans son quartier, combien ça coûte à la collectivité? Je préfère à la limite qu'un CRS soit payé à faire du dialogue, plutôt que de devoir payer les conséquences des bêtises de tous ces jeunes. Quelqu'un d'autre peut faire ce dialogue et le CRS peut faire son travail. C'est mieux parce qu'il y a l'image de la police, une image à travailler, et l'image de la police dans les quartiers, elle est la même que dans les autres quartiers de France. Monsieur Vallée, si vous faites partie de ceux qui disent que la police a une bonne image globalement dans la population française, c'est que peut-être vous n'avez pas suffisamment été sur le terrain, ce dont je doute, mais je pense que vous savez très bien quelle image a la police auprès de la population. Enfin, on n'est pas là pour jeter, c'est aussi un métier extrêmement difficile, avec pas mal de difficultés. En conclusion, moi, je dirais que je fais partie de ces gens qui sont intimement convaincus qu'il y a un enjeu majeur sur lequel on n'a pas suffisamment travaillé. Ces quartiers sont une chance pour la France, je le dis, une chance pour la France. Il y a une énergie considérable qu'on n'a pas, dont l'énergie n'a pas été canalisée. On ne sait pas, on ne veut pas, prenez la réponse que vous voulez, canaliser cette énergie. Il y a un vivier de jeunesse, il y a une jeunesse, une main-d'œuvre disponible qui souhaite travailler, des gens qui sont disponibles pour être formés. Bien sûr, il y a toutes ces difficultés, une demande d'éducation très forte, une demande de sécurité très forte, et à cela, les réponses ne sont pas à la hauteur des attentes. Je n'évacue pas toutes les problématiques dont on a parlé, sécurité, etc. Tout n'est pas rose dans les banlieues, mais la grande majorité, une petite minorité qui, de toute manière, comme partout, ne voudra jamais rien faire, mais une grande partie de cette population, elle aspire qu'à une chose, c'est une intégration économique et sociale pleine et totale, et à pouvoir aspirer et à jouir des droits et des devoirs comme n'importe quel Français. Je tiens à souligner aussi, pour conclure, que les problématiques que nous avons soulevées aujourd'hui sur la banlieue, on aurait pu remplacer le mot banlieue par le mot milieu rural, on aurait eu les mêmes soucis, à quelque chose près, les difficultés de sécurité, etc. Les problématiques, vous avez parlé de la drogue, on n'en parle pas, les problématiques de drogue dans le milieu rural, il y en a, ils sont concrets. Les problèmes d'éducation, les problèmes d'accès au logement, les problèmes de transport, quand vous êtes dans un petit village et que vous devez déplacer les enfants à la maternelle à 20, 30 km, eh bien les problématiques là, elles sont aussi réelles et c'est pas facile à gérer tous les jours. Donc je ne voulais pas donner le sentiment aujourd'hui de dire que, pour répondre à la question et pour en terminer, la banlieue est-elle l'avenir de la France? Je dirais la banlieue est une partie importante de l'avenir de la France. Messieurs, merci beaucoup. Voilà.